On se retrouve sur ce nouveau programme, à savoir la diversification ou encore les placements bourse, crypto. On va en parler avec des spécialistes, encore une fois que des spécialistes. Avant de les présenter, il est important de connaître que les placements sont quelque chose qui est nécessaire. Une fois que vous avez gagné de l'argent, que vous avez levé de la dette dans l'immobilier, vous allez avoir de l'argent. Cet argent perdra de la valeur. Si vous n'en faites rien, il faudra distinguer deux choses, l'épargne et les placements. À titre d'exemple, si vous épargnez 3 000 euros par mois sur ne serait-ce que 30 ans, vous aurez que 1 million d'euros. Pour quelqu'un qui gagne 3 000 euros par mois, c'est assez compliqué. Par contre, si vous épargnez et vous placez 1 000 euros par mois à 10%, c'est en 30 ans 2 millions d'euros. C'est-à-dire 1 000 euros par mois, 12 000 euros l'année. Vous faites vos 2 millions divisé par 12 000 euros. Il vous faudra 166 ans pour les avoir si vous les aviez épargnés. Donc, autrement dit, le placement est beaucoup plus fort que l'épargne. Après cette introduction, on va donc se présenter à vous tous. D'abord, El Maestro, comme on l'appelle dans le milieu de la crypto-monnaie. Mathieu, est-ce que tu peux te présenter à nous ? Oui, bonjour à tous. Effectivement, dans le monde de la crypto, je suis quelqu'un d'assez reconnu. Je suis venu aider mes compatriotes. Je suis simplement là pour égaliser le cadre. Tu as fait ces calculs de tête ? J'ai préparé parce que tu sais que je suis quelqu'un de très organisé. Okay. Vous pouvez vérifier, c'est bien les bons chiffres. C'est vrai, ok. Donc moi, pour me présenter, Mathieu Gillette, j'ai 37 ans. J'ai monté plusieurs entreprises. Vous le savez, je ne vais même pas les citer, je pense. J'ai une appétence pour l'immobilier, mais une appétence qui est purement financière. Il faut bien que je l'avoue. J'ai rêvé d'avoir 50 appartements. Je les ai quasi atteints une fois et je les ai revendus. Je pratique beaucoup l'arbitrage parce que finalement, c'est encore trop de demandes, de charge mentale, j'en parlais ce matin. Et la bourse et la crypto, j'interviens pour vous aider les gars un peu, au niveau surtout de l'aspect technique, pour vous expliquer. Mais plus sérieusement, surtout sur le fait que je sois persuadé que l'immobilier, on a un effet de levier bancaire. Ensuite, si on joue bien, on peut sortir proprement. Et ensuite, on l'investit en bourse. Alors, il y a plusieurs marchés boursiers. Moi, évidemment, je suis un débutant, un peu de PEA. Tranquillement, je le remplis au fur et à mesure grâce aux avantages fiscaux qu'il y a. Mathias vous dira que je suis un investisseur à risque. Quand je lui partage mon portefeuille, il me dit « Moi, j'ai pas du tout ça. » Donc, c'est rassurant. Mais comme dans l'immobilier, je pense qu'il y a plusieurs stratégies dans la bourse, et donc c'est ce que j'applique et c'est de ce dont on va parler. Donc je rentre petit à petit, puis après je joue un peu au crypto comme tout le monde, mais avec un DCA, une entrée tous les mois, sans regarder. En ce moment je ne regarde pas parce qu'on ne sait pas où ça va s'arrêter. De toute façon, rentrer petit à petit a toujours été un peu ce qui te caractérisait. On peut peut-être continuer. Tu peux te présenter ? Ouais, Mathieu Paco. J'investis maintenant depuis 9 ans, majoritairement en immobilier. J'ai acheté une 60aine d'appartements sur ces 9 dernières années, des immeubles, un peu de tout. Et à côté de ça, je travaille dans la promotion immobilière en famille, parce que mon père a une entreprise de promotion immobilière, dont j'ai eu la chance de pouvoir rentrer dès la sortie d'école pour développer des projets de promotion. Et il se trouve qu'avant tout ça, j'ai fait une école de commerce en option finance. On a passé 5 années j'ai passé 5 années sur les bancs de l'école avec la moitié des personnes qui voulaient devenir trader au début et qui assez vite ont compris que c'était finalement assez compliqué. Quand les traders qui intervenaient nous disaient qu'ils ne sont pas vraiment sûrs de gagner tout le temps. Mais à côté de ça, j'ai pu bâtir une conviction très forte sur la bourse à long terme. Exactement tous les chiffres que Laurent, tu donnais tout à l'heure, je suis 100% dedans. Surtout quand on sait qu'un Français met 50 euros par mois tout le long de sa vie, tout le long de sa carrière sur un indice monde à long terme, il peut tout bêtement doubler la retraite moyenne d'un Français. Il met 50 euros par mois sur un livret A, à la fin, il n'y a pas grand-chose. Donc j'ai une conviction très forte là-dedans et j'ai eu une bonne période crypto-monnaie où j'ai miné très fortement à la maison avec 2 pièces entièrement transformées en ferme de minage d'Ethereum pour les plus calés et hautes shitcoins divers et variés après. Jusqu'à ce que l'Ethereum devienne non minable, passe de Proof of Work à Proof of Stake. Et voilà, c'était un peu la débandade. Les cartes graphiques achetées à prix d'or, parce que c'était littéralement ça, je les ai revendues à 1/10 du prix. Mais j'ai eu un bon passage et j'ai également une conviction assez forte sur le Bitcoin, même si j'investis malheureusement pas assez. Et je me le dis surtout depuis 3 jours, depuis qu'il est passé de 70 à 90 000 en quelques jours. Très
Très bien. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs dans le chat, dans les commentaires, si vous aussi vous investissez déjà dans les crypto-monnaies et quelle crypto-monnaie est votre favorite. Avant que j'en arrive aux grands spécialistes que je vois sur les écrans, à savoir Rémi et Raph, bien entendu, qui sont plus beaux les uns que les autres avec leurs headphones sur la tête, je vais terminer par Mathias, si tu peux te présenter à nous. Bonjour à tous. Donc, Mathias Denis, 36 ans, papa d'une petite fille de 3 ans, à qui je fais un coucou, qui nous regarde sûrement. Je suis investisseur immobilier depuis une dizaine d'années et parallèlement à ça, j'ai aussi investi en bourse. Donc juste avant le Covid, j'ai eu cette chance-là qui m'a permis pendant cette période-là de renforcer mes positions. Et donc j'ai investi en DCA depuis maintenant 7-8 ans. Parallèlement à ça, j'investis également donc sur le PEA, le compte titre, et depuis peu sur un compte titre professionnel. Donc voilà, un petit peu de crypto-monnaie également depuis plusieurs années, mais en mode DCA tranquillement. Super pour la présentation. On va passer aux personnes qui sont donc de l'autre côté de la pièce, et on les a mis à la télé pour faire comme s'ils étaient en duplex. Raphaël, qui est la force tranquille, comme j'aime le qualifier, que j'adore. Raphaël, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore? Yes, Laurent, avec plaisir. Écoute, Raphaël, entrepreneur, investisseur depuis maintenant 10 ans, 2014. Pour parler de bourse, moi j'investis sur tout ce qui est actions et dividendes, marché américain uniquement, grosse capitalisation principalement, entreprise bon père de famille. Et voilà, on a investi un peu plus d'1 million d'euros sur cette stratégie à date d'aujourd'hui. Ok, très bien. 1 million en portefeuille réparti sur différents secteurs d'investissement. Peut-être on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Quels sont les secteurs d'investissement? Rémi, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui n'auraient pas la chance également de te connaître? Oui, avec plaisir. Encore merci pour l'invitation. Rémi Autrichier de Varennes. Je suis spécialisé pour le coup dans le stock picking de small cap value, donc dans les petites capitalisations boursières, non pas uniquement aux États-Unis, mais réparties du coup partout dans le monde, dans tous les secteurs également. On a une entreprise spécialisée dans le stock picking de value, également un logiciel qui compte aujourd'hui des clients dans plus de 20 pays, qui s'appelle Value Investing Screener, un family office avec une dizaine de millions d'euros sous gestion également, et voilà, et moi, 100% de mon patrimoine liquide est investi pour le coup en bourse sur une stratégie small cap value. Ok, très bien, merci pour les présentations. Alors avant, on va séparer, je pense, en deux, partie crypto-monnaie, partie bourse et dividendes. La meilleure personne pour nous parler peut-être de ça, Raphaël, est-ce que tu peux nous parler ce qu'est un dividende? Les personnes qui nous suivent ici se disent, ok, moi je vais acheter des actions sur un marché. Quel est le marché? Sur quel marché tu t'exposes? Et quel est le dividende? À quoi sert-il? Est-ce qu'on s'enrichit réellement avec un dividende? Et puis je vais arrêter là, parce que sinon là, tu vas répondre pendant 25 minutes. Là. Est-ce qu'on s'enrichit réellement avec un dividende? La question, en effet, piège. Alors, un dividende, qu'est-ce que c'est? C'est un retour de valeur qui est fait à l'actionnaire sous forme donc, de cash. Donc, les entreprises font des bénéfices et une des solutions qu'elles ont pour retourner de la valeur aux actionnaires, c'est de distribuer une partie des bénéfices sous forme de dividendes aux actionnaires. Alors, est-ce qu'on s'enrichit avec le dividende? C'est toujours le grand débat. Il y a ceux qui vont te dire que c'est la même chose que de retirer un billet de 20 euros au distributeur, puisque mécaniquement, la valeur d'entreprise a baissé du dividende qui est sorti des caisses de l'entreprise. Moi, évidemment, je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a moyen de s'enrichir avec les dividendes. Sinon, je n'investirais pas dans cette stratégie. Mais ça peut être un long débat, en effet. Ok, très bien. Et concernant au marché sur lequel tu te risques, tu es sur un marché uniquement États-Unis, marché monde, marché asiatique. Comment t'es exposé? 100% États-Unis, très simple. Ok, 100% États-Unis. Très bien. La bourse reste un pilier central pour de nombreux investisseurs. Maintenant, Mathieu, peut-être tu peux nous présenter tes investissements. C'est que bourse, bourse et crypto, seulement crypto? Non, moi je suis en PEA, pardon, vous avez remarqué ma voix part et revient, donc là elle va revenir. Moi je suis à des antipodes de Raphaël, je suis en PEA parce que fiscalement ça me va bien, parce que je pense que pour connaître Raphaël et Rémi, ils suivent ça tous les jours. Il faut vraiment suivre l'actualité. Je regrette de ne pas être plus aux États-Unis parce qu'évidemment Donald Trump vient de doper
le marché et vient de tuer le CAC 40. Donc évidemment, ceux qui ont un PEA, vous êtes très contents, on a perdu 15%. Ceux qui ont du SP 500, eh bien, forcément, ils ont gagné ce qu'on a perdu. Donc moi, je le fais vraiment parce que je n'ai pas le temps à allouer à ça. Je suis en train de créer de la valeur avec des entreprises. Je suis en train de créer de la valeur avec les investissements immobiliers, avec les opérations de marchand. Et je pense qu'à terme, je rentrerai avec un compte titre classique. Maintenant, on pourra parler de la fiscalité aussi sur cette partie-là. Le PEA me motive pour l'instant parce que je rentre en DCA à quelques milliers d'euros. Ce n'est pas fou, donc je le remplis tranquillement. Maintenant, si je revends une entreprise, si je revends ou que j'arbitre de l'immobilier, évidemment, je partirai aux États-Unis. Mais j'essaierai de me domicilier fiscalement ailleurs qu'en France. Parce que forcément, je trouve que le compte titre vive de ses dividendes. Il faut mettre beaucoup d'argent et il faut accepter de se faire tondre fiscalement. Et donc aujourd'hui, je ne suis pas prêt. Rémi, est-ce que tu es d'accord avec ça? Gérer un portefeuille boursier demande plusieurs heures par jour et le manque de temps ne permet pas de pouvoir investir sur un CTO? Alors déjà, il y a plusieurs points sur lesquels je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire qu'on peut s'exposer au marché américain par le biais d'un PEA. Déjà, il y a aujourd'hui notamment la BNP propose des ETF en ce sens. Ensuite, plusieurs heures, si l'on souhaite s'adonner eh bien, au stock picking, oui, ça nécessite tout de même eh bien, de lire des rapports annuels, de se pencher sur des états financiers, et ça nécessite plusieurs heures pour dénicher les bonnes entreprises. Après, une fois que l'on a fait son choix d'action, je suis de ceux qui pratiquent ce qu'on appelle du buy and hold. Donc non, une fois que le choix d'action finalement est fait, on peut ensuite investir régulièrement dans quelques entreprises et les conserver sur du long terme sans avoir à suivre le marché de manière journalière. Aujourd'hui, c'est mon métier, donc je le fais parce que c'est mon métier, mais quelqu'un qui finalement se construit un portefeuille de bon père de famille en stock picking avec du Berkshire Hathaway, du Google et du Amazon n'a pas vocation à suivre journalièrement la performance de ces titres. Ok. Est-ce que tu peux rappeler, pour les personnes qui sont néophytes, ce qu'est le stock picking? Et ensuite, Rémi a parlé d'actions, autrement dit Google, Berkshire Hathaway. Est-ce que donc tu peux expliquer, parce que des gens investissent en DCA, Dollar Cost Averaging, qui leur permet de pouvoir de façon récurrente rentrer sur les marchés, donc ils remplissent un compte espèce, et ensuite, chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre ou chaque année, le broker va récupérer dans le compte espèce et va donc investir sur l'action. Le stock picking, là, pour le coup, toi, c'est de l'arbitrage sur des actions. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce que c'est? Ouais. Alors, le stock picking, par opposition à la gestion indicielle, c'est le fait d'acheter des actions une à une. Lorsqu'on achète un ETF, on va acheter un paquet d'actions, comme par exemple toutes les actions du S&P 500 ou toutes les actions du CAC 40. Le stock picking, c'est le fait du coup d'aller chercher des actions une à une, et c'est la grosse différence. Vis-à-vis de ça, ça nécessite du coup de bien étudier ces entreprises pour eh bien faire le choix finalement d'allouer une partie de son capital à de son patrimoine à leur capital. Et pour ce qui est de ton autre question, est-ce que tu peux me la repréciser, s'il te plaît? L'autre question, c'était celle-ci. Il y en avait qu'une. Hein. C'était juste le stock picking. Hein. Sur le reste, on a suivi. Hein. C'était des actions que tu achetais. Mais donc là, il y a un vrai arbitrage, en fait, une vraie recherche de ta part sur le fait de trouver le momentum au moment où on va acheter. Alors pas tant. Enfin, moi je ne suis pas, pour le coup, je ne vais pas chercher à optimiser le momentum d'achat. Je préfère acheter. Enfin, je me fous d'acheter une action en 25 ou en 28. Mon but, c'est qu'elle double finalement dans les 5, 10, 15, 20 ans. J'ai vraiment une dynamique de buy and hold. Donc, par contre, en revanche, va y avoir une vraie recherche d'entreprise qui a des critères financiers qui correspondent finalement à des choses que l'on va souhaiter avoir. Et ça, on s'accorde tous les deux avec Raphaël sur ce point. C'est-à-dire qu'on va souhaiter avoir des entreprises qui ont une valeur intrinsèque qui augmente dans la durée, qui ont de bonnes marges, qui versent de temps en temps, si le business model s'y prête, un large dividende, et surtout que l'on achète à un prix qui nous semble pertinent par rapport à la valeur intrinsèque de l'entreprise. Pour donner un exemple très simple, il m'est arrivé d'acheter des sociétés minières dans l'or qui avaient un stock d'or supérieur à la valeur de la capitalisation boursière. Et à ce moment-là, on achète de l'or moins cher que ce qu'il ne vaut, et donc on fait une bonne affaire en bourse. Et que l'on fasse de l'immobilier, de la crypto-monnaie ou de la bourse, la meilleure façon de perdre de l'argent, c'est d'acheter quelque chose plus cher que ce qu'il ne vaut. La meilleure façon d'en gagner est d'acheter quelque chose moins cher que ce qu'il ne vaut. D'où l'importance d'observer finalement plus que le momentum, la valeur intrinsèque de notre société. Alors, vous l'avez vu, c'est assez technique sur cette partie.
et en même temps très simple. Simplement, les bases sont importantes. Quand vous allez investir dans la bourse, vous allez investir votre argent dans des sociétés. Les sociétés peuvent être soit sous-cotées parce que boudées par des investisseurs, mais avec des actifs qui permettent une augmentation du cours de l'action, soit surcotées, mais certaines actions valent le coup d'être achetées alors qu'elles sont surcotées. Parce que des marchés, parce qu'une dynamique. En ce moment, on parle tous d'intelligence artificielle. Si on doit prendre l'exemple d'NVIDIA, j'ai acheté du NVIDIA à 100 balles. C'était très cher. Je ne sais plus quel était le nombre de fois que j'ai acheté la richesse de l'entreprise, peut-être 70 fois, 80 fois. Et pourtant, j'ai revendu à 130 et j'ai fait une très grosse plus-value. Donc, il y a des entreprises sur lesquelles vous pouvez miser alors qu'elles sont surcotées, mais parce qu'elles sont dans un moment où elles vont monter. Mathieu, est-ce que tu peux nous dire s'il est plus intéressant d'investir dans des actions, selon toi, ou dans des ETF? Je ne suis pas sûr d'avoir la réponse toute faite pour ça, parce que je pense que c'est plus compliqué que ça. Mais il y a une étude que vous connaissez tous forcément ici très bien, qui va s'appeler qui s'appelle l'étude Spiva, qui sort tous les ans, qui montre que la gestion active, comme le fait Rémi, si je ne dis pas de bêtises, si j'ai bien compris ce que tu fais, dans 90% des cas, ne bat pas la gestion passive. La gestion passive, c'est j'achète quelque chose et j'attends des années. Et maintenant que je dis ça, je me dis que Rémi, c'est un peu ce que tu fais aussi finalement. Mais le stock picking sort dans 90% des cas perdant face à une gestion purement passive. J'achète un ETF, un indice très large, donc le S&P 500, un MSCI World où il y a les 1500 plus grosses boîtes des pays émergés. Et je fais et simplement j'attends. Et en fait, moi, je me mets plutôt dans la case de Mathieu Gillette cette fois, de faire mon argent dans l'immobilier, dans le marchand de biens, dans l'entrepreneuriat, et utiliser la bourse comme une réserve de valeur pour plus tard, et surtout, enfin, même pas une réserve de valeur, c'est la construction d'une valeur future de manière très simple, parce que fondamentalement, acheter un ETF Monde et attendre 30 ans, c'est quand même ultra basique. Une fois qu'on maîtrise la fiscalité, comment passer un ordre d'achat et le fonctionnement d'une assurance vie ou ce genre de choses, c'est relativement simple. Et je sais que ma valeur ajoutée ne va pas être de faire des heures et des heures de recherche ou passer des années à me former là-dessus. Et je pense, je me trompe peut-être, mais je pense que je vais rester meilleur à faire de l'immobilier locatif, du marchand de biens, l'entrepreneuriat, placer l'argent que je génère en bourse et espérer que dans 20 ans, on soit toujours là et que tout marche très bien. Et j'ai une conviction très forte là-dessus et je ne m'inquiète pas. Donc pour les gens qui sont, on va dire comme nous, de simples mortels vis-à-vis de la bourse, pour moi, c'est une stratégie qui est toute faite et qui marche extrêmement bien. Par contre, elle est excessivement chiante parce que on fait zéro effet de levier, donc on a 1000 € sur son compte, on peut placer 1000 €. Et bien 1000 €, même si la bourse a fait 20% l'an prochain, ça fait 200 balles, ça ne change rien du tout. L'impact, il se fait à très long terme. Et à mon avis, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui a du mal à se lancer là-dedans. Parce que à quoi ça sert de placer 100 € maintenant par mois, puisque de toute façon, ça ne change rien à ma vie. Sauf que si on ne le fait pas, dans 30 ans, on ne pourra pas en profiter. Ok. Raphaël, est-ce que demain j'ai une entreprise, j'ai beaucoup de trésorerie dans le compte de l'entreprise. Est-ce qu'il est plus intelligent d'ouvrir mon compte titre avec mon entreprise et d'acheter des actions, ou au contraire de me verser l'argent de l'entreprise et tout de suite d'acheter en personne physique avec un compte titre en institut personnel, quoi? Le seul delta, c'est quoi ta résidence fiscale? C'est-à-dire que si tu es en France et que tu as déjà un montage en mesure de pouvoir investir directement avec ta holding, par exemple, à travers un compte titre, ça me paraît être le plus optimisé fiscalement. Après, pour les personnes comme moi qui sont plus en France et qui ont, entre guillemets, le luxe de pouvoir investir en perso sans fiscalité, ça fait plus de sens puisque ton dividende, il est directement à toi. Tu peux en bénéficier directement. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a pas de bonne réponse. Ça dépend surtout du montage fiscal de chacun et de sa résidence fiscale. Ok, très bien. On va peut-être passer sur la partie crypto-monnaie, puisque je ne sais pas du tout en termes de timing ce qui nous reste comme temps. Non, on est bon? On a du temps. On a du temps. Ah, on a du temps? On peut Maxime. continuer sur cette partie. Ouais. Comment? Bon, ça va, on a du temps. encore du temps. Ok, d'accord. Ensuite, en termes de crypto-monnaie, j'avais comment équilibrer un portefeuille entre la bourse et la crypto-monnaie. Mathias, est-ce que tu veux participer un petit peu et nous dire voilà, la prépondérance entre les deux, ce que tu proposes? Moi, pour revenir un peu sur mon cas personnel, moi, la bourse et les crypto-monnaies ne sont pas la priorité, mais plutôt la finalité. Moi, j'ai un portefeuille un parc immobilier d'une 50aine d'appartements.
Et ces appartements-là me rapportent du cash flow et je réinvestis le cash flow dans la bourse et les crypto-monnaies de manière mensuelle en DCA. Voilà. Donc pour moi, c'est plutôt la finalité et pas la priorité. Ok, je vous rejoins là-dessus, hein. Mais après on s'y prend en fait, hein, au jeu. C'est-à-dire que quand on a pas mal d'actifs qui fonctionnent et quand on fait un petit peu d'oseille, ça nous sert à lever de la dette et faire de l'immobilier pour réaliser mais une fois qu'on a fait tout cet argent, c'est quand même dommage de se dire qu'il ne faut pas se passionner pour la bourse parce que c'est quand même un élément qui nous permet de pouvoir nous enrichir très très fort. Et là, la démonstration, effectivement, elle est diverse. Alors c'est vrai que moi, Raphaël, je le suis assez régulièrement, je vois ce qui se passe. Raphaël est une démarche à très long terme. Raphaël, toi c'est quoi l'idée? C'est à 30 ans, parce que quand on voit tes chiffres, quand on fait D'ailleurs, tu es le seul qui explose la calculatrice aux intérêts composés. Il n'y a pas assez de zéro, hein, quand tu mets sur 30 ans, toi. Hein. Comment ça, il n'y a pas assez de zéro? Non, ma vision, c'est quoi? C'était la question. C'est de pas arrêter la machine, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de ces dividendes aujourd'hui pour en vivre. Donc, le but, c'est de les réinvestir, de réinjecter du capital. Comme on l'a dit auparavant, malheureusement, beaucoup de gens sont découragés par le temps que ça peut prendre, mais ça a été démontré plus d'une fois que le temps que tu passes dans le marché est bien plus important que le capital que tu investis. Donc, le plus tôt, le mieux, et même à hauteur de 200 € par mois, les gens sous-estiment les effets que ça peut avoir sur le très long terme. Quand on cumule la performance des marchés, le réinvestissement des dividendes, l'augmentation des dividendes par les entreprises, etc., ça peut vraiment faire très mal sur du long terme. Ça, tu peux l'expliquer, l'augmentation des dividendes, parce que pour beaucoup de gens, j'achète une action à 100 €, le dividende est de 3 €, le cours monte, baisse, ces 3 € vont changer au fur et à mesure des années? Si l'entreprise se porte bien, fait le taf, génère plus de bénéfices, a une culture actionnariale tournée vers les actionnaires et décide d'augmenter son dividende, très clairement, moi en tout cas c'est ce que je cherche, des entreprises qui sont en mesure de pouvoir augmenter les dividendes versés aux actionnaires. Parce que comme tu l'as dit, si tu as un dividende de 3 € pour un cours d'action à 100 €, quand toi tu as acheté l'action à 100 €, si le dividende l'année prochaine il passe à 4 €, ta rentabilité c'est plus 3%, mais c'est bien 4% sur ton prix de revient à toi. Et donc ça, sur 10, 20, 30 ans d'investissement, tu peux atteindre des rentabilités qui sont exceptionnelles. Rémi, j'ai une possibilité, quand j'achète une action à dividende, de recevoir le dividende soit en espèces, en cash, qui va arriver dans mon compte espèces, soit en action. Quelle est pour toi la meilleure stratégie? De continuer à le recevoir en action et de faire grossir le bouquet de ces actions, ou de le rentrer en cash pour entrer en diversification sur d'autres actions? Ça va réellement dépendre de votre stratégie d'allocation de capital. C'est-à-dire que, je dirais, la meilleure stratégie dans un but de capitaliser, c'est de réinvestir, enfin, c'est de récupérer ça en actions et de faire grossir la boule de neige. Maintenant, nous, typiquement, sur la société Value Investing Trainer, on réinvestit 100% de notre résultat d'exploitation en bourse sur des actions à dividendes et on se verse en tant qu'actionnaire les dividendes des actions à dividendes possédées par l'entreprise. Ce qui nous permet de créer une boule de neige qui est infinie. Mais donc, à ce moment-là, nous, on profite de ces dividendes qui sont à ce moment-là extraits. Donc, ça dépend, encore une fois, il y a, comme pour beaucoup de tes questions, Laurent, il n'y a pas de bonne réponse. Ça dépend énormément du contexte et de la stratégie que l'on choisit d'adopter finalement. Pour une personne qui voudrait se lancer, 10 actions, 20 actions, 30 actions sur un seul et même titre, à quel moment c'est peu, à quel moment c'est trop? Qu'est-ce que tu conseillerais en termes de diversification? Donc si on souhaite finalement aller sur une stratégie stock picking, à partir du moment où on surdiversifie son portefeuille, c'est-à-dire à partir de 20 actions, on ne réduit pas ce qu'on appelle son risque systématique. J'invite ceux qui s'intéressent à ce sujet à lire les articles de Robert Ekstrom, et globalement entre 10 et 20 titres maximum. Entre 10 et 20 titres pour avoir quelque chose de cohérent. Au-delà, on joue contre nous. C'est ça l'idée, hein? Au-delà, on joue contre nous parce qu'on va surdiversifier le portefeuille et donc si on souhaite finalement faire du stock picking pour avoir la prétention de faire mieux que le marché, ce qui en effet n'est pas simple, et vous l'avez rappelé sur le plateau, à ce moment-là, il faut concentrer son portefeuille. Si on surdiversifie son portefeuille, on va tendre globalement aux performances des indices. Ok, je souhaite investir dans la bourse. Un d'entre vous, hein, vous me dites qui veut répondre. Je souhaite investir dans la bourse. J'ai plusieurs secteurs d'investissement. Ça peut être des pétrolières, ça peut être quelques rates pour quelques foncières, ça peut être des biens de consommation de la vie quotidienne. Comment allez-vous choisir vos secteurs d'investissement et est-ce que vous allez vous exposer dans tous les secteurs d'investissement quand vous allez acheter des actions boursières?
Bon, moi, je vais me jeter à l'eau. Rémi va me dire, après, il va me donner son analyse en message après l'intervention. Il va me dire, Mathieu, sors absolument. moi je vais donc le citer quand je l'ai vu à Bruxelles. Ce que je sais, c'est qu'il ne faut pas acheter deux concurrents dans le même domaine. Ça, c'est ce que j'ai retenu de Rémi. Donc, si on achète un pétrolier, ou en tout cas une société qui est basée ou qui a basé son activité principalement dans le pétrole, on va éviter d'acheter deux de la même. Pareil pour l'aérien, par exemple. Je sais qu'il y a des choses qui sont reliées entre elles. Donc, moi, j'ai joué avec Total sur mon PEA parce que je crois que c'est la meilleure entreprise française au monde. Je pense que c'est une boîte qui peut encore s'en sortir, qui a changé de nom, qui s'appelle Total Energy, qui peut évoluer, en tout cas qui va évoluer. Le pétrole doit évoluer. C'est un fleuron, donc je me suis mis dedans. J'ai des boîtes d'assurance également, notamment la Coface par exemple. J'ai une banque. Je ne sais pas si je peux le dire parce que si mon banquier m'écoute, ce n'est pas ma banque, qui est basée strictement sur le dividende qu'elle verse, parce que je le trouvais très intéressant et je n'ai pas la connaissance suffisante pour aller plus loin. Et j'ai joué avec une marque de voiture. J'ai loupé la sortie. Donc, du coup, je reste parce que Stellantis se porte très, très bien. Acheter des Peugeot. Mais je l'ai acheté tellement peu. Je suis rentré pendant le Covid et en fait, j'ai la sensation que la bourse, comme dans l'immobilier à l'époque, quoi que tu achetais, pendant le Covid, Total était à 30 euros. Quoi que tu achetais, de toute façon, tu faisais une bonne affaire, puisque tout était sous-évalué, sous-coté. Et aujourd'hui, on le voit, ça revient un peu à cet effet Covid, j'ai l'impression. Les États-Unis, enfin, il faut s'intéresser à l'économie, mais les États-Unis sont vraiment en train de nous distancer, nous, Européens. Et je pense malheureusement que ma stratégie n'était pas la bonne, parce que les boîtes européennes me font beaucoup plus peur qu'avant. Même si je pense qu'ils ne tomberont pas tout de suite. Donc j'ai du Total, j'ai du Coface, j'ai du Crédit Agricole. Et sensiblement, je suis sur 3-4 actions. Donc je ferai ce qu'il appelle du picking, mais c'est très léger. J'ai moins de 20 actions, j'ai moins de 10 actions. Et vu que j'adore les maths, je mets 10% de ce que je gagne. Et dans les 10%, je mets 2% en crypto et 8% en bourse, sur toujours les mêmes actions. Et j'ai un pote qui m'a conseillé d'acheter du Nexity. J'étais sur la route de Lens vers Beauvais, je vous laisse voir qui c'est. Et force est de constater qu'il avait raison. Parce qu'ils tiennent. Ils tiennent et donc pour l'instant je tiens bon. Ok, très bien. Bon, les gars sont complètement d'accord avec toi apparemment Il ne fallait pas faire ça. Non, si, stop. En fait, si tu veux, moi, l'avis que j'ai, c'est que j'ai commencé à investir dans l'immobilier par un plan d'épargne action parce que c'était facile, parce qu'il y avait soi-disant une protection, on va dire, fiscale. Mais quand tu regardes les performances des sociétés françaises ou européennes, pour citer quelques... Et quand tu regardes les performances... Alors, on est dans une année un peu extraordinaire, les gars, peut-être vous me contredirez, mais moi, j'ai jamais vu autant de performances sur mon portefeuille. C'est insane. Chaque jour où je me connecte sur mon compte, j'ai l'impression qu'on m'a rajouté du capital. Enfin, je ne sais pas comment vous le vivez, mais ça devient... alors, à partir de ça, on pourrait même, du coup, avoir une question. Quelle est votre gestion du cash? Est-ce que vous êtes full exposé sur les marchés? Est-ce qu'au contraire, vous faites un peu de frigo en vous disant on n'est pas à l'abri d'une opportunité? Il y a eu une élection américaine, ça a dopé les marchés, on l'a vu. Tesla, moi j'ai du Tesla, j'ai du Bitcoin. Tesla m'a rapporté plus que le Bitcoin, hein, les gars. Donc, est-ce qu'il ne faut pas, du coup, acter une partie de la plus-value, faire du frigo? Est-ce qu'il faut laisser passer parce qu'on est sur une année fiscale et du coup, on va passer l'année sans acter la plus-value et en janvier, on essaiera d'arbitrer un petit peu? J'aimerais bien avoir votre avis sur cette question, les gars. Je me lance. Non, mais si je nomme personne, on n'est pas à l'école, les gars. À un moment donné, je ne vais pas dire... Bon, monsieur Cartemi, s'il vous plaît. Premier rang. Allez, je me lance. Écoute, ce que tu viens de dire, ça revient finalement à timer le marché. Donc, ce que je déconseille très fortement pour la majorité des gens, puisqu'il y a beaucoup de gens qui disent depuis de nombreuses années que c'est peut-être le moment de faire un arbitrage, que ça va s'arrêter, c'est le moment, ça y est, ça va faire demi-tour, etc. Et ces gens-là, ils ont perdu énormément de plus-value, comme là justement avec l'élection de Trump. Ces gens-là ont raté toutes ces plus-values. Donc, timer le marché, c'est extrêmement compliqué. Si on a le luxe d'être jeune, mieux vaut rester positionné sur le long terme, même si entre les deux, il y a des périodes de turbulence. À long terme, encore une fois, on s'en sortira mieux. Et
Voilà, comme je dis toujours, investir, c'est comme une savonnette. Le moins tu touches, le mieux c'est. Donc, tu investis dans des bons fondamentaux et tu laisses les choses couler, évidemment en surveillant quand même tes fondamentaux. Là, la savonnette, je ne sais pas si c'est adapté, hein, mais j'ai eu un petit peu peur. Fais gaffe, Heureusement Zane, que tu es loin. Bon, ça va. Du coup, toi, Raph, et après je vais écouter Rémi, ça m'intéresse. Raphaël, toi, du coup, tu es les yeux rivés sur ton nombre d'actions. Le reste, ça t'importe peu. Enfin, en tout cas, ça dicte pas ce que tu vas faire. Non, moi je ne revends pas, j'accumule, je suis un castor. Aussi longtemps que les fondamentaux sont bons, évidemment si ça se dégrade et je sens que ça sent pas bon, on va potentiellement arbitrer et se débarrasser de la position, mais c'est certainement pas pour tamer le marché et de me dire que je vais encaisser mes plus-values parce que le marché va se casser la gueule. Donc le but est clairement à l'accumulation. Ouais. Ok, ça veut dire que tu es capable d'arbitrer même si tu es en moins-value. Ouais, ça m'est arrivé, malheureusement c'est quelque chose de dur à faire, il faut accepter qu'on a eu tort, mais on n'est pas... Voilà. Hein. Ouais, ok, très bien. Rémi, de ton côté, est-ce que tu as un avis sur la question entre l'actualité, est-ce que c'est le moment, c'est pas le moment bon, tu vas me dire, ça dépend de ton objectif, Laurent. Mais à côté de ça, Non, mais il faut être, selon moi, quand le marché est euphorique, il faut être frileux. Ça ne veut pas dire se désinvestir du marché, bien entendu. Je suis également dans une dynamique accumulative. En revanche, ça veut dire prêter et redoubler d'attention au sujet, selon moi, de ses marges de sécurité et de sa diversification sectorielle. Parce que, en effet, on a connu une année fabuleuse. On parle d'une année avec quasiment, enfin, on va peut-être dépasser les 30% de performance. Et forcément, le marché tôt ou tard corrigera. Et de ce point de vue-là, si l'on n'est pas prêt à vivre la volatilité qui découle de ce genre de correction, il est préférable de faire attention à bien être exposé également à de l'énergie, à des consommateurs défensifs, à du utilities et à être diversifié également géographiquement dans des zones peut-être moins surévaluées comme l'Asie aujourd'hui pour s'assurer de tomber de moins haut si décrochage il y a. Maintenant, en effet, si notre horizon de temps est extrêmement long et qu'on est prêt à vivre une moins-value de moins 30, moins 40%, à ce moment-là, il peut être... on peut tout à fait absolument ne rien faire. Mais de mon côté, aujourd'hui, sur les boîtes que je renforce, je vais prêter une attention toute particulière à mes marges de sécurité et à acheter des boîtes peu chères par rapport à ce qu'elles produisent, parce que ça me permet de monter finalement dans l'ascenseur à un étage 1, alors qu'une boîte que tu achètes 100 fois ses bénéfices, tu montes à l'étage 100 et si le marché corrige, tu tomberas de très très haut, quoi. okay. D'où les small caps, puisqu'effectivement, aujourd'hui, si on prend les sociétés qui dirigent le marché américain, sont des sociétés qui sont valorisées extrêmement cher. Hein, si on prend les Meta, les Alphabet, les Amazon, les Nvidia, c'est des boîtes qui coûtent très très cher, mais qui donnent tellement envie, capables de faire 5-10% en l'espace de très peu de temps. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des crypto-monnaies ? Moi, ma question répond qui veut. Dans un portefeuille, on aime, pour se protéger peut-être, et j'aurais aimé que vous en parliez, peut-être un petit peu d'or pour adoucir et surtout faire le principe des vases communicants. C'est-à-dire une action qui monte très très fort fait en sorte que les gens se dessaisissent un petit peu de l'or, et puis une action qui va venir baisser, les gens vont revenir. Aujourd'hui, on peut avoir un peu d'or dans un portefeuille, mais surtout de l'or numérique. Quelle est votre proportion ? Est-ce que tout le monde investit en crypto-monnaie ? C'est la première question. Quelle est la proportion ? Deuxième question. Et troisième question, est-ce que la classe d'actifs numériques est simplement les trois plus grandes capitalisations ? On pourrait imaginer Bitcoin, Ethereum et Solana. Ou est-ce que tout le monde est sur des mêmes coins ou seulement le Bitcoin ? Répond qui veut, ne vous battez pas. Sur le... Comment dire, la répartition dans le capital, je pense qu'il faut être très prudent. On a aujourd'hui quand même un travers, surtout les plus jeunes, c'est qu'on veut de l'argent, on le veut vite maintenant, et les cryptos, c'est tout trouvé pour ça, parce qu'on a tous connu quelqu'un ou une histoire d'un mec qui a acheté des bitcoins à quelques centimes et qui aurait pu faire des dizaines de millions d'euros. Et les plus jeunes ont envie de se jeter là-dessus. Enfin, je dis les plus jeunes, mais ça touche beaucoup de personnes. Et ont un peu tendance à prendre à l'envers la pyramide de l'investissement. Je trouve que la pyramide de l'investissement, c'est faire d'abord du sécure, ça peut être de l'immobilier long terme, puis ensuite passer peut-être à la courte durée, puis ensuite monter vers le plus risqué, mais réduire la proportion. Et aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui se lancent dans les crypto-monnaies en disant moi j'ai pas de compte en bourse, j'ai rien, j'ai même pas 1000 euros en ETF, par contre j'ai 10 000 euros sur mon compte bancaire, je balance 9 000 en Bitcoin et je garde 1000 euros pour payer le McDo, quoi. Et faut faire attention avec ça, parce que j'ai une grosse conviction sur le Bitcoin. Sur les autres crypto-monnaies, je pense qu'il y a débat pour pas mal de raisons, mais le Bitcoin, j'ai une grosse conviction à très long terme.
mais il nous a quand même montré plusieurs fois qu'il peut perdre 80% en quelques mois. Et je suis pas sûr que les personnes qui investissent là-dedans en mettant tous leurs fonds au début sans avoir cette espèce de fondation de sécurité soient vraiment si tolérantes que ça au risque. Et c'est un coup à se brûler les ailes. Et en plus, en général, ce ne sera pas 100% d'investissement sur le Bitcoin, ce sera plus le Shiba ou autre Dogecoin ou je sais pas quel shitcoin un peu pourri qui finalement ne sert à rien et qui peut faire encore moins 99%. Et c'est pas parce que mais c'est valable aussi en bourse, je pense que Rémi le dira très bien, c'est pas parce qu'une action a perdu 90% qu'elle peut pas encore perdre 90%. Et c'est aussi vrai en crypto. Donc ta position, c'est très peu de crypto. C'est un petit pourcentage. J'aime bien le 5% du patrimoine. 5% du patrimoine, c'est plutôt pas mal, voire moins. Mais je suis assez prudent sur le sujet. D'accord. Mathias, peut-être? Ouais, je vais compléter ce que tu disais. Donc, effectivement, moi, sur mon patrimoine financier, je suis à peu près à 10% en crypto-monnaie et 10% sur un ETF or qui réplique l'indice. Le reste en actions à dividendes et go. Donc pas très exposé. Mathieu, tu nous l'as dit. 2 points d'allocation. Ok. Les gars, pour vous, l'actif numérique à la mode, ça représente une grosse part du portefeuille, c'est négligeable ou c'est à prendre en considération? De mon côté, c'est Je te laisse 0%. parler, ouais. Pour ce qui est de mon exposition à l'or, je ne suis pas exposé. Je ne m'expose pas à des actifs spéculatifs qui ne produisent pas de valeur ajoutée. Donc, pour être corrélé à l'or, je vais acheter des parts de sociétés minières dans l'or. Ok, très bien. Et pour toi, Raphaël, rien du tout en crypto-monnaie non plus? Ah, si. Crypto-monnaie, si. J'ai commencé à investir en 2017. Grosse capitalisation, principalement Bitcoin, Ethereum, Solana, du Polkadot aussi, et c'est à peu près tout. Ça représente une belle partie aujourd'hui, puisque ça monte hein, depuis 2017, mine de rien, tout ça. Donc, c'est pas négligeable en montant. Par contre, l'or, pas du tout. Ça m'intéresse pas du tout de cash flow, pas de croyance. Ok. Et par rapport donc à la crypto-monnaie, Bitcoin, Ethereum, Solana, Polkadot, tu nous as dit, donc on est dans des grosses capitalisations. L'idée, c'est de garder ad vitam aeternam, faire du frigo et juste prendre en plus-value, puisque ça booste en fait ton portefeuille. C'est ça, c'est une diversification. Moi, j'aime vraiment beaucoup Bitcoin. Tout le reste, c'est assez accessoire a priori et c'est pas impossible que je m'en débarrasse à terme quand il y aura des potentielles belles plus-values pour tout centraliser sur le Bitcoin. Et le Bitcoin, j'ai envie de te dire, c'est comme les actions à dividendes jusqu'à la mort. Il n'y a aucun souci. Moi, je suis très patient. On peut faire plusieurs cycles. On peut aller jusqu'à 100K, 200K, 300K ou zéro aussi, pourquoi pas, sur le Bitcoin. Mais a priori, j'accumule avec plaisir et on s'en débarrassera a priori jamais. Il y a un montant sur lequel tu arbitrerais le Bitcoin, par exemple, demain. Alors, tout à l'heure, Mathieu parlait de moins 80%. J'y crois un petit peu moins parce qu'aujourd'hui, la capitalisation est très, très grande. Les variations sont aussi beaucoup plus faibles. On a connu le Bitcoin où, dans la journée, il pouvait faire plus 30, moins 17. Aujourd'hui, c'est quand même un petit peu plus rare. Quand le Bitcoin fait une grande mèche, il va nous faire du plus 6, plus 7, plus 8%, parce que quand même, il y a beaucoup de monde et c'est un marché qui est très capitalisé. S'il descendait à un certain montant, tu t'es fixé quelque chose où tu te dis, là, ça fait trop peur, ça a vraiment tout break à la baisse et du coup, je sors? Non, je sortirai jamais. Je suis très tolérant à la volatilité. On continuera d'accumuler. Et même dans la question inverse, si ça atteignait 500K, 1 million, je conserverai. Je n'ai pas besoin, entre guillemets, de ça pour vivre. Après, c'est intéressant, c'est vrai que le Bitcoin, aujourd'hui, on ne sait toujours pas qui est réellement à l'origine de ça. Donc, c'est quand même un truc d'assez fou quand on y pense. On pourrait peut-être apprendre quelque chose qui renverserait totalement la donne, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, on accumule et on verra ce que ça donne. Je pense que c'est hyper important ce que Raphaël dit. On oublie très souvent qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne derrière Bitcoin et c'est un peu, il vit sa belle vie tout seul. Alors que toutes les autres crypto-monnaies qui existent, il y a un porteur de projet. Ça peut être potentiellement un futur bad buzz ou une arnaque hyper bien cachée ou quelque chose. Et c'est un danger que j'identifie pas sur Bitcoin, sauf si Satoshi Nakamoto ressuscite d'un coup et dit coucou, c'est moi, Donald Trump, c'est moi qui ai créé le Bitcoin. Mais je pense pas que ça arrive. Et c'est un des points qui, moi, me fait une conviction très forte dans le Bitcoin, c'est que il n'y a plus personne derrière et il vit sa vie tout seul et il n'y a pas le danger de... Je pense par exemple à Vitalik Buterin pour l'Ethereum. Peut-être qu'un jour il va faire quelque chose qui va avoir une répercussion sur sa création et le fait dégringoler très fortement. C'est un risque qu'on n'a pas sur Bitcoin. Vitalik, il n'avait pas vendu, lui? Je crois qu'il a laissé un peu la fondation à quelqu'un, mais c'est quand même le créateur et je pense que son image est toujours corrélée un peu à la valeur de Bitcoin. Comme un entrepreneur très influent peut avoir
ce qu'il fait peut avoir des répercussions sur la valeur de son entreprise. Je pense à Elon Musk qui fait le moindre tweet et il prend X milliards dans un sens ou dans l'autre sur ses boîtes. Peut-être que l'impact est différent sur les cryptos, mais il y a cette beauté du Bitcoin de plus avoir personne derrière qui fait que ça inspire plus confiance, je trouve. C'est d'ailleurs à se demander, ce Elon Musk, c'est incroyable ce qu'il fait. Ça pourrait être requalifié. Enfin, je veux dire, le mec, dès l'initié dans tous les sens, il te fait monter le cours. Sur le il vend. Dogecoin. C'est fou ça. Surtout, surtout sans citer personne qu'on a vu à ton événement, Raphaël, si tu te souviens un peu, au-delà du Bitcoin, moi j'ai la sensation quand même que la crypto, c'est vraiment relié à l'influence. Elon Musk en est le premier porte-étendard où j'accepte, où je mets le Shiba en photo, j'en achète juste avant, je le ressors à la sortie. J'ai quand même l'impression que le Bitcoin est stable parce qu'on ne joue pas trop avec, mais tout le reste, on peut avoir des gens qui se positionnent en millions de dollars, qui vont faire monter une crypto et qui sortent 2 jours après. Et tous les petits investisseurs ou tous ceux qui essayent de jouer aux apprentis sorciers, c'est eux qui sont à voir, comme sur le Bitcoin aujourd'hui. Bitcoin est à 90K. Quand on dit qu'on commence à le voir à la télé, il y a des gens qui en achètent et c'est que ça pue. Et vraiment, je trouve que autant les bourses, Rémi l'a dit tout à l'heure, c'est basé sur quelque chose qu'on peut palper, sur des actifs, sur des services. Les cryptos, c'est basé sur rien, si ce n'est la confiance d'un marché qui bouge d'un jour à l'autre. Et donc, je pense quand même, ceux qui nous écoutent, qu'il faut y aller quand même piano. Comme dit Raphaël, il achète, il reste. Moi, je fais à peu près pareil là-dessus, peut-être pas au même niveau, mais à part Bitcoin, Ethereum, tout le reste, même Solana, il y a eu une hype, il est là, mais j'ai l'impression que ça sert à rien et qu'on peut vite perdre beaucoup d'argent là-dessus. Rémi, entre ton portefeuille du 1er janvier de cette année et en ce moment, est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements d'actions, c'est-à-dire certaines sont rentrées, d'autres sont sorties, ou ça se compte à 2, 3 actions, et c'est juste une gestion du portefeuille actuel avec un volume? On n'a sorti qu'une seule action du portefeuille, qui était une action sur laquelle on avait un risque de fraude comptable, qui est le pire des risques finalement lorsqu'on investit en bourse. On a eu raison de la sortir parce que 3 mois plus tard, d'ailleurs, elle décrochait de 50%. Et sinon, non, le portefeuille est resté le même. Il y a eu des variations à la hausse sur certains secteurs qui ont explosé. D'ailleurs, c'est pas forcément les secteurs auxquels on pense. Moi, ma plus grosse hausse cette année, ça a été sur une boîte qui est une société minière dans le charbon. mais voilà. Sinon, pas d'entrée-sortie particulière, si ce n'est une sortie due à un risque de fraude comptable. Ok, très bien messieurs, on en arrive à la fin et à la conclusion. De mon côté, ce que j'aimerais rajouter, c'est que je n'investis que dans ce que je comprends. C'est-à-dire que je prends toujours mon temps. J'ai 42 ans, j'ai eu du mal à fabriquer de l'argent. Certains vous diront, dans certains actifs, investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Moi, je ne suis pas prêt à perdre 1 euro. Alors c'est compliqué en ayant cette mentalité d'aller en bourse, mais je veux bien m'exposer pourvu que je comprenne. Et je pense que ça doit être le maître mot, c'est-à-dire que si vous ne comprenez pas, n'y allez pas. Ça va pour beaucoup de choses. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui, à chaque fois, m'anime. Donc, je suis rentré avec quelques cryptos. J'ai un peu moins de 4% de mon portefeuille qui est en crypto-monnaie. Pas parce que j'en ai rajouté, mais parce qu'il s'est apprécié ces derniers temps. J'étais à moins de 2% sur 3 crypto-monnaies. Le reste étant des actions qui étaient à prépondérance dividende et qui, au fur et à mesure du temps, ont changé. J'ai un petit peu moins d'actions à dividendes. Je suis même sorti de quelques rates puisque je ne voyais pas à long terme un enrichissement sur ces dernières. Donc pour conclure, on a vu que la diversification en bourse et en crypto-monnaie peut offrir des opportunités intéressantes. Un portefeuille bouge, change. Rémi nous a dit que ça ne prenait pas 10 heures par jour. Je pense qu'il faut prendre le temps d'aller vite. Il faut surtout prendre le temps de construire quelque chose avec lequel vous êtes en accord. Si vous êtes en accord avec certaines actions, alors vous allez les aimer et vous allez pouvoir rester même si elles baissent. Cela nécessite donc une gestion rigoureuse des risques. Le marché des crypto-monnaies, quant à lui étant très jeune, peut être très volatile. Faites quand même très attention. Mathieu en a parlé tout à l'heure. Des gros gains flat, un gros ego, mais jamais une grosse compétence. Tandis que la bourse, elle, reste une option plus stable pour les investisseurs à long terme. On le voit aujourd'hui, Raphaël, moi je le kiffe parce que c'est quelqu'un qui, très jeune, a compris que ce qui s'est passé dans le passé pouvait se passer
dans le futur, même si ce n'était pas garanti, et qu'on avait plus de garanties tout de même, parce qu'on parle de 20 années en arrière, 50 années en arrière, 100 actions en arrière. On a des tableaux avec des sociétés qui, depuis 200 ans, ont versé un dividende. Trouver l'équilibre entre ces deux actifs est la clé pour réussir donc sur le long terme. Messieurs, je souhaitais vous remercier pour votre présence, votre sérieux. Je vous souhaite Merci. une bonne après-midi et publicité.